Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoilà au restaurant Le W chez Alain Moula. Bonjour Alain. Bonjour. Comment vas-tu? Moi c'est Patrick, je m'appelle. Hein. Ah, mais c'est Patrick, je ne me rappelais plus. Tu m'as fait une infidélité la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Tu comprends que je ne me rappelais plus. C'est vrai. Donc tout va bien? Alors Patrick, c'est ça. Oui, moi c'est Patrick, oui. D'accord, ok. Moi c'est Patrick. Donc alors nous recevons aujourd'hui, tu le sais? Non. Si tu ne sais Si, pas je qui le nous sais, Alors si, qui je est-ce le qui sais. nous recevons qui aujourd'hui? Vincent Boucher, Bah parfait. Vincent Bouger qui est responsable du Parti communiste. parfait Gardois. Garde. Donc du Parti communiste gardois, conseiller municipal de la ville de Nîmes et conseiller communautaire de Nîmes Métropole. Métropole, je Parfait. ne savais pas ça, pardon. Alors, sous l'œil averti de Aurélien Quillet, assisté de Maël, qui n'est pas là aujourd'hui, comme d'habitude, France Pelicano à la photo ainsi qu'à la communication de l'émission Tête à Tête. Alors, il est temps pour moi d'aller rejoindre notre invité. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Donc, alors, parlons des Mazés. Tu sais que la semaine prochaine, nous faisons une émission au Mazé. Ça te rappelle des souvenirs, toi, les Mazés? Ah ben le Mazé, oui. Nous, oui, c'est pareil. Je suis né en 79 au Dalès, donc c'était des voilà. champs, là, voilà. Et ben, tous les dimanches, c'était des réunions en famille, on partait dans les champs, là-bas c'était bien pour nous, parce qu'on était un peu insouciants, on s'amusait bien, puis il y avait toute la famille, les cousins, les voisins, c'était des grands buffets, des grandes tablées, voilà. Les boules, la pétanque, voilà, les cartes. On avait le tourne-disque, où on écoutait la musique. Non, c'était assez sympa, oui. Donc cette émission vous fera plaisir, j'en suis sûr, hein, vous verrez, parce qu'on aura pas mal d'intervenants qui vont venir, hein, nous serons 7-8 en tout, et donc on parlera des Mazés et de l'ambiance du Mazé, tout simplement. Bon, il est grand temps maintenant d'aller rejoindre mon invité. À tout de suite, merci. Il y en a d'autres qui sont dans des situations bien pires que moi. Après, je travaille beaucoup, donc voilà, c'est Tu fatigué, penses quoi. qu'elles auront lieu, ces élections, les futures élections? Moi, ça me paraît difficile aujourd'hui parce qu'on n'a pas de visibilité de prévoir sur la campagne, notamment parce que bon, les opérations de vote, on peut trouver des systèmes qui permettent d'eux. Mais si il y a le couvre-feu plus un confinement le week-end, comme ça s'annonce sur une bonne partie du territoire, avec des inquiétudes et tout ça, bon, il ne faut peut-être pas recommencer les bêtises de l'année dernière. Après, bon, on sait très bien qu'il y a des intérêts politiques aussi derrière. Tu parles de la droite, là, non? Ouais, et puis je pense que le président Macron, il a plus intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'élection maintenant. Hein, donc, Exactement. Et après, il y a toujours le problème, c'est est-ce qu'on doit confiner la démocratie même en temps de crise? Et ça, c'est une vraie question. À ton avis? Toi? Bah, c'est difficile de dire on va travailler, on se met dans le métro, mais par contre, on ne peut pas aller voter, quoi. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, je comprends que ça soit pas acceptable. Après, la démocratie, c'est aussi voilà, pouvoir faire campagne. Ouais, mais quand on avait vu le premier tour des élections municipales avec plus de 53%, je crois, d'abstention. Plus que ça. Plus que ça. À Nîmes, c'était quasiment 70%. Ouais, non. Après, pour la municipale, au premier tour, il y a eu une vraie campagne. Hein, c'est-à-dire que Oui. c'était que les derniers jours où ça s'est arrêté. C'est-à-dire que là aussi, on nous interdisait de sortir le week-end d'après, juste le seul week-end, et puis on nous autorisait d'aller voter. Moi, pour ma part, je ne suis pas allé voter. Non, mais comme beaucoup. Hein. Et le second tour a été... Bon, on a pu faire une campagne de second tour, malgré tout, hein, puisqu'elle était en plus plus longue que d'habitude. En principe, il n'y a qu'une semaine entre les deux. Oui. Là, on a eu quasiment un mois. Ouais. Mais à l'époque, on pouvait ressortir. Là, pour l'instant, on nous dit qu'on ne va pas pouvoir sortir. Donc, bon, ça me paraît compliqué. Ça va être compliqué. Ouais. Bon, quand tu voudras, Aurélien. On va commencer Ok. dans 3, 2, 1. Pantalon, costume sur mesure et personnalisé. NS Concept, son miroir virtuel. NS Concept, 12 rue Régal à Nîmes. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Rebonjour Vincent Bouger. Bonjour Patrick. Comment vas-tu, jeune femme? Écoute, ça va. Alors tu me disais un petit peu fatigué quand même? Il y a beaucoup de travail, voilà, Ouais. beaucoup de travail. Et puis dans la période,
oui, c'est compliqué de tout gérer, mais comme beaucoup de Français aujourd'hui et beaucoup de personnes dans le monde, donc moi je ne suis pas le plus à plaindre, ça j'en suis conscient. Mais oui, c'est sûr que moralement, tout le monde est impacté par ce qu'on vit en ce moment. Dis donc, c'est une place inconfortable qu'être dans l'opposition, puisque toutes les propositions que vous faites ne sont pas retenues. Et j'en veux par exemple, tu as demandé un conseil municipal extraordinaire contre la violence. Qu'en est-il? Est-ce qu'on t'a répondu? Non, enfin si, on m'a répondu, on m'a dit qu'on le traiterait en conseil municipal, ce qu'on n'a pas fait. J'avais demandé aussi que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui à mon avis est un outil qu'il faut réactiver, soit réuni. Alors ça, pour le coup, le maire m'a dit qu'il allait être réuni au printemps, là, donc en avril, je crois qu'il m'avait dit avril, mais j'en suis pas sûr, et bon, pour l'instant, on voit rien venir. Or, c'est un outil qui permet de mettre autour de la table à la fois les forces de sécurité, les forces de police, la justice, mais aussi qui peut être utile pour les associations, parce que ça permet de créer une dynamique commune qui permette de travailler de concert sur à la fois des questions de sécurité, donc de répression, parce qu'il en faut, et aussi toutes les opérations de prévention et de meilleure qualité de vie. Et je trouve que c'est un outil qui permettrait d'avoir plus d'ambition sur ces questions-là, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Donc on attend quoi pour que ça puisse se réaliser, cette rencontre? C'est l'État qui organise? Non, c'est le maire. Le maire a des fonctions de police et c'est lui qui préside ce conseil de sécurité. Et donc c'est lui qui a la possibilité de le faire. Donc je ne sais pas ce qu'on attend, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. D'accord, parce que là, c'est quand même, il y a eu des fusillades, et puis la délinquance est de plus en plus présente sur nous. Oui, il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on n'aurait sans doute pas acceptées comme ça semble passer aujourd'hui, à savoir des morts, parce qu'il y a eu des morts. Puis après, il y a tout ce qui est petite délinquance, et puis le sentiment d'insécurité, il y a la question du trafic, il y a la question aussi plus largement sociale qui est posée. Et je trouve qu'on réduit... évidemment, l'État, il est en première ligne, parce que c'est de son ressort, la sécurité. Il ne s'agit pas de faire à la ville ce qu'elle ne peut pas faire, moi je suis conscient de ça. Mais en même temps, je pense que la ville pourrait impulser davantage. D'accord. Bon, donc il faut que la ville se bouge. Oui, la ville, l'État, et qu'on se mette à travailler ensemble. Bon, tu sais que nous avons une nouvelle rubrique maintenant ici. Oui, nous avons je ne savais pas, mais je vais la question de France. Ah ben très bien. Hein, donc elle est là. Bonjour, Bonjour. Vincent, comment vas-tu? Ça va. Bon, alors, bonjour. Bonjour. Alors, ma question aujourd'hui, c'est si dans ta vie, tu avais un seul livre à écrire, sur quel sujet il porterait? Et est-ce que tu as ce projet? Je pense que c'est une activité d'écrire un livre qui est extrêmement difficile, et moi j'admire beaucoup ceux qui le font, parce que, même si j'en ai écrit, parce que j'ai écrit une maîtrise d'histoire, donc j'ai écrit des choses, mais c'est quand même quelque chose de plus... Je sens que c'est quelque chose de plus prenant, je pense qu'on s'y investit totalement. Et aujourd'hui, je m'en sens pas le courage, parce que c'est aussi ça. Sur quoi j'écrirais? C'est une bonne question. Quand j'étais étudiant en histoire, j'avais pour projet éventuel de continuer de faire, pourquoi pas, une thèse. Et j'avais, parce qu'à ce moment-là, on en parlait beaucoup, j'avais pensé à écrire une biographie d'Émile Jourdan, l'ancien maire de Nîmes, que j'avais connu moi sur la fin de sa vie plus précisément, qui m'avait impressionné à la fois par le parcours qu'il avait eu et puis par son extrême simplicité. Et ça m'avait profondément marqué. Et j'avais eu ça, j'en avais discuté avec son fils à l'époque, Alain, et j'ai pas eu le temps ni l'occasion de le faire, parce qu'après ma vie a été plus dans l'éducation nationale, je voulais moi me confronter et être avec les élèves. Donc c'est un projet que j'ai pas complètement évacué. Je me sens pas en capacité aujourd'hui d'écrire un roman ou de la poésie que je lis avec plaisir, mais bon, c'est quelque chose qui me paraît plus difficile. Donc, et puis il faut avoir aussi, je pense, une certaine confiance sur ce qu'on peut écrire. Et pour l'instant, moi, j'estime que j'ai encore besoin de vivre et d'apprendre donc peut-être plus tard. Parfait, merci. Merci. Merci, Madame Pellicano.
Alors voilà la nouvelle rubrique. Hein. Ouais, France c'est très qui bien, vient- c'est bien. Qui c'est vient me bien. poser des questions. Tu sais qu'elle s'investit beaucoup dans l'émission. Oui, je le sais, je vois que c'est une affaire qui marche bien. C'est une affaire qui marche bien. Oui. Donc alors il faut vraiment être ambitieux en politique et attendre le jour J. Il faut gravir des échelons pour arriver leader au Parti communiste. Et tu vas voir, que devient Sylvette Fayet? Vous étiez en binôme tous les deux. C'est ça? Aux législatives, elle était candidate, j'étais son suppléant Son en suppléant. 2017. Ouais. Oui. Dans la première, c'était la première, c'était la première. La première circonscription, ouais. D'accord. Donc que devient-elle? Ah ben Sylvette, elle est toujours très active, elle est toujours élue, elle est élue avec nous dans le groupe à la ville et au conseil communautaire. Moi je l'ai quasiment tous les jours au téléphone, D'accord. on travaille beaucoup, elle apporte beaucoup par sa connaissance des dossiers municipaux, d'agglomération. Et donc, non, Sylvette, elle est... C'est juste c'est pour savoir une- si au Parti communiste, pardon, Ouais. une fois que vous aviez fait ce que vous deviez faire, on vous mettait Ah, pas tu de sais, côté. nous on est des militants, hein, donc les militants, ils militent et généralement ils militent toute leur vie et des fois ils sont élus, des fois ils ne le sont pas, mais quoi qu'il arrive, Alain Clary par exemple, je l'ai vu la dernière fois, je l'ai croisé en ville, bon il a quand même été député, maire, Ouais. etc. Bon, il distribue les tracts dans des boîtes aux lettres. Ouais. Et voilà, Tu as laissé donc, une nouvelle, Alain Clary? Oui, je l'ai vu il y a une semaine je crois. Et D'accord. il va bien, même pas une semaine, il y a quelques jours. Il va très bien, il est très en forme. Et donc voilà, c'est un militant, donc je sais qu'il va être très investi dans la campagne des départementales, notamment sur le canton de Christian Bastide et d'Amal Couvreur de Nîmes 2, voilà. Donc je crois que quand on est... ce qui nous motive, c'est pas la place élective en tant que telle, c'est est-ce qu'on peut faire changer des choses, voilà. Et donc on le fait à la place à laquelle on arrive à un moment. Et la priorité, ce serait quoi? Faire ce changement, ça serait quoi? C'est sur l'éducation, c'est sur le travail, c'est la sécurité, on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Vos priorités, ça serait quoi? Ouais, les priorités, je crois que c'est une philosophie générale. D'abord, nous, on est des partisans de l'émancipation humaine. Donc, tout ce qui, dans la société, crée de la domination des uns sur les autres, des inégalités, etc., bon, c'est ce qu'on combat au quotidien, partout, dans tous les domaines. Donc, ça passe évidemment par les questions d'éducation, mais pas que. C'est aussi... parce que je crois que on dépend beaucoup de ça. C'est comment le système économique mondial est organisé. On voit bien que les grands financiers, la grande finance, avec des tentations de profit, pas plus que des tentations d'ailleurs, hein, des volontés de profit de plus en plus importantes, on le voit dans tous les domaines, et encore aujourd'hui sur la question des vaccins, écrase beaucoup la vie après des salariés, des indépendants et même des petits entrepreneurs qui sont quand même dépendants de tout ça. Donc comment on fait pour reprendre le pouvoir démocratiquement sur ces questions qui sont essentielles? Tu crois que il n'y a que... C'est parce que vous êtes là, le Parti communiste, que l'on parle de tout ça, ne serait-ce que les problèmes sur les vaccins, par exemple, ce qui s'est passé. Les autres partis ne sont pas capables de parler de tout cela. Il y en a qui en parlent. On est dans un collectif aujourd'hui, par exemple, sur la question une campagne qu'on appelle Pas de profit sur la pandémie, qui est une campagne européenne, et qui vise à dire aujourd'hui, il y a des gens qui meurent d'une maladie, il y a des gens qui sont empêchés de sortir pendant toute une année, des activités économiques qui sont empêchées aussi. Et on voit que si on libérait le vaccin des brevets, c'est-à-dire que si les brevets passaient dans le domaine public, on créerait les capacités aujourd'hui en Europe, en France et dans le monde, de produire ces vaccins. Les capacités de vaccination, on les a en France, on sait faire. Par contre, on est bloqué par l'absence de vaccins. Et dans le même temps, les groupes qui ont produit ces vaccins et qui l'ont fait aussi avec de l'argent public, en partie, ils engrangent des milliards de profits. Et je pense que pour le bien de l'humanité, parce que ça concerne la France, l'Europe, mais tant que le monde entier ne sera pas vacciné, ça posera un problème. Et je crois qu'il faut qu'on libère les vaccins de ces brevets-là. Et mais là, on a quand même été un petit peu léger. Est-ce que d'abord, ça a été bien géré? Est-ce que comme on prend l'exemple des masques, par exemple, on nous a raconté n'importe quoi pendant 1 mois et demi. Ensuite, on a récupéré les masques, effectivement. Et là, avec les vaccins, on dit que tout le monde sera vacciné très rapidement. En fait, de compte, on nous prend pour des... Et le problème, c'est que, Ouais, après, c'est difficile. Hein. La gestion d'une crise comme ça, inédite. Donc, est-ce qu'elle a été bien gérée, cette crise? Je pense qu'on a... Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis conscient de ça, donc il faut garder un peu d'humilité. Mais je crois qu'on a eu toujours un train de retard. Et surtout, on n'a jamais remis en cause le système qui aurait permis de s'en sortir.
C'est-à-dire que sur les masques, on s'est aperçu que la désindustrialisation en France notamment nous mettait dans une situation très compliquée dès qu'il s'agit d'avoir une crise. On aurait pu peut-être faire davantage sur la réquisition, sur un certain nombre de choses de l'appareil productif pour produire ces masques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand il y a des temps de guerre, on réquisitionne l'appareil productif. Et sur les vaccins, on voit qu'on court après des commandes, on est toujours dans une logique de marché, c'est-à-dire que c'est ceux qui mettent le plus d'argent sur la table qui ont les vaccins. Donc en fait, on a un gouvernement, mais au-delà des gouvernements dans le monde, qui sont dans leur logique, qui ne sortent pas de ces logiques, alors que moi je pense que la santé, c'est quand même un bien essentiel, et sans la santé, il n'y a rien qui peut fonctionner, et qu'on devrait changer de système de ce point de vue-là. Parfait. Donc, vas-tu partir pour les départementales ou alors, parce que j'ai lu ça chez nos copains d'Objectif Gare, ça a été les seuls du reste à l'annoncer, Denis Lannoy, remplaçant de Vincent Bouget au départemental. Alors, d'où vient-elle et pourquoi cette décision? Alors, qui est-ce qui prend de telles décisions? Alors, vous en êtes où exactement? Alors, dis-nous exactement. On passe du coq à l'âne, mais c'est une bonne question aussi. On est en train de travailler, on travaille à ce qu'il y ait un accord de toutes les forces de gauche et écologistes sur le département parce qu'on veut que ce département reste un bouclier social, soit initiateur de politiques environnementales encore plus développées, bref, et puis d'un renouveau démocratique. Et on pense qu'avec la droite, sous pression de l'extrême droite, ça sera une situation bien pire pour l'ensemble des Gardois. Donc on travaille à ça, donc on travaille à des ententes, à un projet, à des candidatures communes sur l'ensemble des cantons du département. Donc ça c'est un travail qui est long, parce qu'on a beaucoup de personnes autour de la table, je crois qu'on est 9 organisations aujourd'hui autour de la table. On a aussi un travail qui est engagé avec l'exécutif sortant, et puis ensuite on voit dans chacun des cantons quels pourraient être les candidats qui y vont. Voilà. Après, la question se pose dans chacune des organisations de savoir quel candidat ils proposent. Pour l'instant, il n'y a rien qui est arrêté. Denis Lannoy ferait un excellent candidat sur le canton de Nîmes 3, et donc ça, moi, j'en ai la certitude. La question m'a été posée régulièrement pour savoir si j'ai continué. Ma réflexion est toujours en cours de ce point de vue-là. Après, voilà, la question c'est est-ce qu'il faut, pour les personnes qui ont une visibilité politique, concourir à toutes les élections? Est-ce qu'il faut concourir à tous les mandats? Voilà, moi je m'interroge à ça. Je manque de temps parce que je souhaite continuer mon activité professionnelle. J'ai ma vie de famille qui, je pense, est un équilibre sain pour n'importe quelle personne. J'aimerais avoir du temps pour lire, pour penser, pour organiser des choses. Voilà. Et donc, pour moi, la politique ne s'arrête pas qu'à une élection. Voilà. Et on peut aussi... Vous n'êtes pas en train de refaire les mêmes choses que vous avez faites pour les municipales, parce que les accords ne sont pas faits rapidement. Maintenant, je m'aperçois quand même qu'on prend la France Insoumise, vous suit, Europe Écologie Les Verts, on les voit partout avec vous. Avant non, avant ils étaient... Alors, est-ce que vous ne voulez pas refaire les mêmes choses que vous avez faites pour les municipales, justement? Les municipales, c'était un cas particulier. Nous, on a toujours travaillé à ce que... Enfin, je parle des communistes, mais je ne vais pas parler à la place des autres. On a toujours travaillé à ce qu'on s'engage sur un programme qui ait de la clarté politique, parce que ça nous semble essentiel dans le rapport qu'on a avec les gens qui vont venir voter. Voilà ce que nous proposons. Et on veut que ce soit aussi un projet qui soit ambitieux, pas simplement... un projet à minima. Et puis ensuite, on travaille au rassemblement, parce que sans rassemblement des forces, mais plus largement de la population qui a intérêt à ce que ces politiques-là soient menées, on n'y arrive pas. Donc après, on sait que dans la vie politique, il y a des discussions entre partis, il y a des discussions avec des personnalités, et que ça prend du temps, et qu'il faut que chacun fasse des compromis. Est-ce qu'on arrivera au bout complètement? Moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, il y a la volonté, et je crois qu'il y a la volonté bien comprise de tout le monde, parce que le mode de scrutin des départementales est très particulier et pose des problèmes démocratiques. Pour être qualifié au second tour, il faut réaliser 12,5% des inscrits, oui. Et pas des votants, des inscrits. Ce qui veut dire que dans une élection où il y a une forte abstention, la dernière fois c'était 50%, on peut imaginer que ça sera pire en juin si les élections ont lieu en juin. Ça veut dire que si tu n'es pas dans les deux premiers, ça va être difficile de se qualifier au second tour. Donc la division de force à gauche
pourrait amener à l'élimination des candidats de gauche sur tous les cantons. Donc on se met d'abord d'accord sur un projet, parce que ça c'est essentiel, et ensuite on travaille à ce que ce projet soit porté par la diversité de la gauche aujourd'hui. Donc je fais encore référence au municipal, ça vous l'aviez bien compris vous au premier tour, ce sont plutôt vos amis qui ne l'avaient pas compris puisqu'ils étaient partis ailleurs. Il y avait un problème politique avec la tête de liste qu'ils avaient choisie, nous on l'avait senti et c'est pour ça qu'on n'a pas voulu suivre Daniel Richard à ce moment-là. Les autres nous disaient que c'était un candidat meilleur que ce que nous pouvions proposer. On n'avait jamais fait de ma candidature en préalable, puisque moi je me suis déclaré du coup quand tout le monde était parti. Je me suis dit on ne peut pas laisser, et c'est pas moi, on était une assemblée de 120 personnes à le faire. On ne pouvait pas laisser la gauche dans cet état-là, c'était pas possible. On verrait au second tour, et on a vu entre les deux tours ce qui s'est passé. Bon, nous, ça ne nous a pas beaucoup surpris, hein. Faut qu'on soit clair là-dessus. Mais on a essayé de le faire. Voilà. Après, je pense qu'il y a eu un problème politique. Ils considéraient que c'était le meilleur candidat parce qu'il portait uniquement les questions écologiques et que ça pouvait nous rassembler. Et nous, en connaissant un peu la ville, on disait que ce n'était pas le cas. Et je crois que les résultats du premier tour nous ont donné un petit peu raison. Voilà. Rappelons votre résultat final aux élections municipales. Alors au premier tour, la liste que je conduisais avec Jo Menu a réalisé presque 16% des voix, se classant troisième, quasiment deuxième à égalité avec Yvan Lachaud. Et au second tour, on a eu le soutien finalement de l'ensemble des forces de gauche qui n'ont pas suivi Daniel Richard dans son alliance avec Yvan Lachaud. Et on a réalisé plus de 26%, je crois, des voix. On s'est classé deuxième derrière le maire. Parfait. Et justement, parle-nous du départ de Patrice Pratt. Il n'était pas à sa place avec les communistes. Lui, l'ancien socialiste, parce qu'il était socialiste. Je ne sais pas s'il est toujours. Il n'est pas devenu Patrice communiste. Pratt, non, et puis je ne me permettrai pas de parler à sa place, mais Patrice Pratt a été député socialiste sous le gouvernement, enfin sous la présidence de François Hollande. Il a été élu en 2012 et il s'est rapidement retrouvé dans ce qu'on appelait le groupe des socialistes frondeurs, Ouais. c'est-à-dire en désaccord avec une partie à minima de la politique qui était menée par le gouvernement socialiste de l'époque. Ensuite, il a fait le choix en 2017 de prendre du champ parce que il en avait besoin, et puis c'est à lui plutôt de donner les raisons, mais voilà. Et en 2020, en 2019, quand il est venu s'installer à Nîmes, on a commencé à travailler ensemble, et quand tout le monde, enfin en tout cas une bonne partie des forces politiques nous ont quittés, lui, il a fait le choix de venir nous aider pour apporter sa personnalité, son expérience. Et donc il est venu sur la liste, mais ce n'est pas quelque chose qu'il avait forcément préparé. Après, la situation aujourd'hui, sa situation personnelle fait qu'il manquait de temps pour s'investir plus dans le mandat de conseiller d'opposition, qui est un mandat où on travaille beaucoup, parce que je crois que c'est bon pour la démocratie que l'opposition travaille beaucoup. Et donc il a préféré faire le choix de dire je laisse la place à quelqu'un d'autre qui sera plus investi dans le groupe. Mais il ne s'agit pas d'un désaccord politique profond, même si après tout le monde, y compris dans le groupe, on a tous nos personnalités, nos sensibilités politiques différentes, mais ce n'était pas un désaccord politique avec nous. D'accord. Donc je suis toujours en lien avec lui, et je dois l'appeler bientôt d'ailleurs. Voilà. Eh bien, tu lui donneras bien le bonjour de notre part. Ça sera fait, ça sera fait. Alors, il est remplacé par Pierre-Édouard Détresse. Oui. Hein, c'est ça, je me C'est trompe ça, pas, hein. Pierre-Édouard. Ouais. Donc, président du comité départemental du rugby. Ancien. Il a laissé la main là, lors du dernier congrès de ce comité départemental. Il l'a été pendant longtemps. Pierre-Édouard, c'est une personnalité de la vie nîmoise, parce qu'il a été international de rugby dans les années 80. C'est quelqu'un qui est beaucoup investi sur le rugby et sur le sport en général, qui a une vision du sport. Et bon, quand on a constitué la liste, on lui a proposé de venir apporter son aide à cette liste, et il a accepté, et on s'est retrouvé sur des valeurs communes. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique, mais qui va porter ça, et donc on est en train de faire les installations là. Il était 9e sur votre liste. Il était 9e sur la liste. Oui. D'accord. Il a été quand même gonflé, Patrice Pratt. Moi, je trouve de tout larguer comme ça, que ce soit son mandat de député, de maire, et puis là, en vice repetita, parce que là, il s'arrête. C'est pas le pouvoir politique qui l'attend. Il attend autre chose peut-être de la vie.
Ben, je pense qu'il a après il a un parcours de vie et puis voilà, une réflexion aujourd'hui qui l'amène à faire d'autres choix. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est engagé. Moi, j'oublie pas parce que je le redis, quand tout le monde a préféré les sirènes d'un écologiste qui me semblait pas très sérieux, lui, alors qu'il n'avait rien à gagner, il a fait le choix de la clarté de venir nous aider. Il n'avait rien à gagner à le faire. Et moi, je me rappelle de tous ces gens qui, à ce moment donné, l'année dernière, quand on nous donnait dans les sondages aux alentours de 6 ou 7%, on dit, bon, on vient quand même. Et je crois que ça, c'est du courage politique. Et moi, je pense qu'en politique, il faut du courage. Et qu'il ne suffit pas en tout cas, d'essayer de flairer le sens du vent. Et bon, voilà, moi, je trouve que c'est appréciable. Après, la vie fait qu'on change. On change, ou on a d'autres priorités, d'autres impossibilités matérielles, concrètes. Bon, il y a sa vie. Ben, il a su balayer tout cela, et je trouve que c'est à son honneur, parce que C'est il y a bien. un certain pouvoir aussi. Parce que quand on a son statut, on a quand même ce pouvoir aussi. Parce que bien souvent, les hommes politiques, je ne parle pas de toi, recherchent ce pouvoir, parce que pour eux, c'est très important. Bah, et la relation des hommes politiques au pouvoir, Je ne parle pas pour toi. Hein. Non, c'est gentil. Je te le dis parce que je le pense réellement. Elle est très, très complexe et très ambiguë, et c'est vrai que ça peut être des fois malsain, je le dis, voilà. Faut savoir pourquoi on fait, quels objectifs on se donne quand on fait de la politique. Voilà. Moi, quand je m'engage, je le fais pour des idées, pour des valeurs, pour transformer les choses. Quand à un moment donné, il faut que je sois candidat à une élection, que je porte quelque chose, je le ferai, mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui peuvent le faire aussi. Et que de toute façon, on n'y arrive qu'en équipe. Et donc, il y a une tentative, mais c'est toute la société qui est comme ça, de personnalisation, beaucoup. On est dans une société qui personnalise beaucoup. Moi, je crois davantage aux équipes avec des animateurs d'équipe, plus qu'à la personnalisation et à la question une personne comme ça qui arrive en position de sauveur et qui change tout. J'y crois pas du tout. 20 ans, je viens de fêter 20 ans, c'est 20 ans de pouvoir. Je me dis, 20 ans de pouvoir, Jean-Paul Fournier. Tu en penses quoi, toi? C'est pas un petit peu trop long, tous ces mandats? Ben, c'est long, après... Est-ce qu'il faudrait changer quelque chose sur la durée des mandats? Peut-être, c'est une règle. Après, les Nîmois ont voté, donc il faut aussi respecter ça, même si moi, il faut quand même toujours le rappeler, il y a eu 30% de participation, et le maire n'a pas eu la majorité absolue des gens qui sont venus voter. Donc, il faut garder un peu d'humilité. Et des fois, je sens que, non pas forcément lui, mais autour de lui et dans son équipe, des fois, ça manque un peu d'humilité par rapport au score qui a été fait. Après, le fait est qu'il a été élu, c'est les règles. Je ne suis pas sûr, moi, que fondamentalement, quel que soit d'ailleurs le bord politique, mais que ça soit bien, qu'on ait autant de durée. Je pense que c'est bien de renouveler, parce qu'après, on se sent installé dans quelque chose qui est presque privatisé. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, et un mandat, c'est jamais le cas, et donc je pense qu'il faut des respirations démocratiques. En même temps, en disant cela, c'est pas posé qu'aux hommes politiques, ça, ou en tout cas à ceux qui s'engagent en politique. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression homme politique, mais c'est une évidence. Mais c'est posé aussi à l'ensemble de la société qui doit se donner règles. On personnalise beaucoup, toujours, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'avoir un candidat qui est connu pour gagner une élection. Bon, peut-être que c'est pas un bon fonctionnement démocratique, et qu'il y a des gens qui ne le sont pas forcément, ou une expérience, oui, une expérience, mais il y a des gens qui ont plein d'expériences et qui pourraient être de bons élus aussi. Et je pense qu'on a besoin de respiration et de souffle démocratique, oui, je le crois. Mais ça, c'est des règles qu'on doit se donner en commun. 2 questions nîmoises. Ah, très bien. Nous, les défendons Nîmes aussi. Mais c'est bien de parler aussi de tout ça, d'être ouvert. Il faut savoir d'où on vient, mais ne pas oublier que le monde est grand et que les autres ne sont pas forcément moins bons que nous. Alors, la feria de Nîmes. Ah oui, moment essentiel. Alors, Pentecôte 2021, du 20 au 24 mai. Peu d'espoir qu'elle ait lieu. Ah oui. C'est une évidence. Donc, est-ce que ça sera... J'avais mentionné pour l'économie nîmoise, et ce serait terrible, sûrement, pour Simon Cassas, j'avais mentionné. Je me suis dit, tu vas le dire, tu vas pas le dire, puis je l'ai dit. Parce que quand même, on l'a un petit peu aidé dernièrement.
Oui, on y reviendra si tu veux. Oui, avec plaisir. Madame. Je pense que les conditions sanitaires aujourd'hui, ça me paraît très peu probable que fin mai, on nous a dit qu'on serait la vaccination, et je pense que c'est notre seule porte de sortie, allait s'accélérer, mais ça accélère doucement quand même. Hein. Donc je pense que c'est très peu probable. Est-ce qu'il faut repousser ou pas? Ça, moi, j'ai pas tous les éléments. Là encore, il y a une commission taurine municipale et extra-municipale qui devrait être en route et jusqu'à maintenant, et j'en discutais encore hier soir avec Sylvette Fayet au téléphone, et on l'a posé au conseil municipal, elle ne s'est pas réunie parce que la majorité ne l'a pas réunie. Je pense que c'est pas bien, il faut associer les commissions, voilà, pour faire vivre la démocratie aussi, ça passe par là. Il y a un manque de démocratie quand même. Je pense que le pouvoir à Nîmes est assez vertical, ça j'en suis convaincu, oui, je pense que ça fonctionne pas très bien. Par rapport aux élus d'opposition, ça c'est un fait, mais aussi par rapport au reste de la ville. Je vois aussi comment peuvent fonctionner les conseils de quartier, parce que j'y suis maintenant, et je trouve que on est sur la politique municipale, enfin les élus municipaux qui viennent plus ou moins faire de la concertation, mais qui n'a pas beaucoup d'écoute au final sur les vraies problématiques. Et on revient à la feria, donc je pense que c'est très peu probable. Après, est-ce qu'il faut faire des spectacles, des corridas, uniquement des corridas sans fête autour? Je ne sais pas, c'est pas une vraie feria. Une feria, c'est un moment populaire où tout le monde se rencontre, où tout le monde peut partager, où les barrières sociales peuvent, pour un temps, parce qu'elles sont de plus en plus fortes, s'enlever. Bon, je pense que c'est des éléments très essentiels dans la vie de la ville. Après, pour Simon Casas, oui, une indemnité a été votée en décembre à hauteur de 200 000 € parce qu'il a subi comme d'autres la crise, c'est un fait. Hein, donc, ce que les autres ont reçu, c'est normal qu'ils le reçoivent aussi, mais on est allé au-delà. Et donc il y avait deux problèmes. Un, on a demandé à contrôler pour savoir sur quelle base on remboursait, et on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Et donc l'indemnité, grâce à notre contrôle, et ça je pense que c'est un autre travail d'opposition et qu'on l'a bien mené notamment avec Sylvette Fayet, on a réduit l'indemnité de 80 000 €, ce qui fait une économie pour la ville qui pourrait être d'ailleurs redistribuée à des gens qui aujourd'hui en ont bien besoin. Et puis il y a un deuxième problème, c'est qu'on est en délégation de service public. On nous avait dit, nous on n'est pas favorable à ce système-là, hein. On nous avait dit que ça permettait de faire que le délégataire prenne en charge les risques, si jamais ça se passait mal et qu'on ne fasse pas supporter les risques à la collectivité. Bon, on voit bien qu'au final, on fait supporter les risques à la collectivité parce que c'est elle qui vient mettre de l'argent. C'était pas du tout obligatoire, et les 120 000 € qui restent n'étaient pas une obligation de la ville, mais bon, ça a été fait. Voilà. Disons que la ville aurait pu l'utiliser autrement, par exemple. Et je pense que ces 80 000 € qui étaient prévus dans la délibération de décembre, s'ils sont économisés, ils feraient beaucoup de bien à beaucoup d'associations ou de petits entrepreneurs qui aujourd'hui sont en difficulté, ou d'indépendants, et qu'on pourrait utilement le faire dans cette période en redistribuant à ceux qui en ont besoin. Nîmes Olympique, ça t'intéresse? Alors quand tu me parles de feria de Nîmes Olympique, on est très nîmois. Alors depuis 2016, Rani Assaf est le président du Nîmes Olympique, et les relations entre la mairie et le président du club ne sont pas au beau fixe. Alors, moi je pensais, il y a quelqu'un qui a le vent en poupe comme ça, c'est David Tebib. Penserais-tu pas qu'il pourrait faire un excellent président, puisque c'est vrai qu'il gère pas mal de clubs maintenant, hein. Quel est ton point de vue là-dessus? Bon, David Tebib, il gère déjà l'USAM et je crois la Ligue de handball, donc il a quand même déjà beaucoup de travail. Bon, et après, les clubs, ils sont privés, et Nîmes Olympique encore plus, parce que si l'USAM reçoit des subventions de la ville et conséquentes sans lesquelles le club ne pourrait pas fonctionner, il faut quand même le dire. Dans les clubs professionnels de football, on est vraiment sur un modèle tout à fait privé. Et donc, comme le hand. Oui, mais le hand, les subventions publiques permettent au club de hand de fonctionner. Ce qui n'est plus vraiment le cas pour les clubs de foot professionnels, qui sont complètement privés. Moi, là où je regrette un peu, alors
bon, cette histoire de stade, je vois bien la logique commerciale pour Rani Assaf. Je vois aussi beaucoup de risques, hein, parce qu'on se sépare d'un stade qui est le seul stade municipal, avec aussi des questions de relogement d'un certain nombre d'associations. Donc on nous a promis une halle des sports qui est en route, et donc on va regarder comment ça se passe pour les associations qui sont aujourd'hui logées dans le stade des Costières, hein, parce qu'il n'y a pas que le foot. Je vois bien comment un stade, parce que c'est le modèle actuel de tous les clubs professionnels, permet de capter des revenus qui permettent de faire vivre le club. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que ça n'appartiendra pas au club, mais à une société dirigée par Rani Assaf. Donc, quels sont les garde-fous qui feraient que si demain Rani Assaf veut vendre le club, le stade reste la propriété du club, parce que sinon le club se retrouve sans stade. Et quels sont les garde-fous par rapport au club? Parce que je crois que le club de Nîmes Olympique, c'est un élément fondamental de la culture nîmoise. C'est très intégrateur. Au stade, on se retrouve avec des gens de toutes les conditions sociales et qu'on a besoin d'avoir ces moments-là. Et moi, ce que j'aime dans le foot, c'est que c'est populaire. Quoi. C'est populaire. C'est populaire et qu'on a besoin, dans les périodes plus difficiles, d'avoir beaucoup d'événements comme ça. Et je trouve que l'équipe, depuis quelques années, porte beaucoup de valeurs qui sont des valeurs essentielles. Voilà. Et je pense que dans le sport, on peut aussi faire passer des valeurs essentielles. Dans l'ancien stade, À Jean-Bouin. il y avait les tribunes populaires. Oui, Hein, c'était... mais c'est toujours le cas à Nîmes. Moi, j'ai peur que dans un nouveau stade avec une capacité réduite, hein, par rapport, donc on va réduire les capacités. Moi, j'ai peur que le prix des places augmente, ce qui exclurait un bon nombre de la population de venir au stade. Et moi, c'est pas le foot que j'aime. Je préfère un stade qui soit pas parfaitement neuf, mais dans lequel tout le monde peut venir participer à cette émotion collective. Et puis, je trouve que là où Rani Assaf, il est dans sa logique, mais je trouve que la ville, les pouvoirs municipaux, ils ont besoin, ils pourraient créer plus de synergie pour permettre que ce club et cette équipe continuent de s'enraciner dans la ville et que soit un élément identifiant, sans être exclusif, hein, parce que Nîmes, c'est pas que le foot et les taureaux, hein, parce que des fois on veut ne résumer qu'à ça, il y a aussi plein d'autres choses qu'il faudrait faire. Mais je trouve que là, on manque un peu d'ambition pour relier aussi le sport professionnel au sport amateur. Parfait. Tu sais, dans cette émission, on aime bien faire des surprises. Ah, très bien. Hein. Et donc, nous avons décidé d'en faire une. Ah, c'est ouais. Et peut-être même 2. 2 surprises. On va déjà faire rentrer la première surprise. Elle est là, elle arrive. Hein. Alors, monsieur Alain Clary, ex-maire de Nîmes de 1995. Je ne te présente pas, Alain. Installe-toi ici, si tu veux bien. Merci d'avoir joué le jeu. Ben, c'est un très beau cadeau qui m'est fait. Moi, de le premier. venir dans cette atmosphère feutrée avec notre ville qui malheureusement est confinée, mais avec un ciel merveilleux et puis des gens qu'on croise. Et j'avais peur d'arriver en retard. Alors c'était marrant parce que tout à l'heure je te demandais si tu avais rencontré Alain Clary. Il faut rappeler pour vous qui vous regardez de l'extérieur, dans d'autres départements, Alain Clary a été le maire de 1995 à 2001. C'est ça. Hein, député également. Voilà. Et on peut dire que tu as été maire grâce à la droite, grâce à Camille Lapierre et à Jean Bousquet. Est-ce qu'on peut le dire ça? J'ai été élu maire grâce aux Nîmoises et aux Nîmois, bien sûr, dans leur diversité et dans le cadre d'une quadrangulaire, c'est évident. Je suis taquin un petit peu. Oui, oui. Mais... Ce qui n'enlève rien au fait que des leçons sont à tirer pour nous aussi, quoi. Que gardes-tu de ton enfance lorsque tu étais au-dessus de Nice et que tu partais avec tes copains, avec ta canne à pêche, pêcher dans la rivière? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Pas d'excellents souvenirs, mais les souvenirs de vacances ont été différents selon les périodes. Parce que les premières années, j'allais garder les vaches pendant tout l'été. Ouais. Et c'est une semaine avant la rentrée que je pouvais reprendre mes habitudes. Et lorsque j'arrivais au lycée, comme le bidas sentait un peu l'odeur de la caserne, je sentais un peu l'odeur de l'étable. Dis donc, 1 mois de prison tu as fait à l'armée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et oui, on avait fait la grève du boudin. C'est extraordinaire, quand même. La grève du boudin. Et oui, une année de grosses intempéries pendant l'été. Ça devait être l'été 64. Et j'étais bidas à Cherbourg, après avoir été, bien sûr, sur Citer. Et beaucoup de mes compagnons de régiment étaient fils de paysans bretons. Et ils n'avaient pas obtenu de permission agricole pour aller aider leur famille à rentrer les récoltes. Et paradoxe, et là c'est une révélation aussi, par contre, nous étions à Cherbourg et nous avons été envoyés en camion pour aller aider les gros propriétaires agrariens du Calvados à rentrer les récoltes de lin. Donc il y avait un mécontentement, une insatisfaction, pas pour moi, mais de la part de mes collègues. Mmh. Et devant les journées qui étaient assez rudes, où on chargeait Attention au micro. les tracteurs, il y a eu un mécontentement pour la nourriture. Et notamment pour le petit déjeuner où nous avions du boudin froid. Ce que personnellement j'appréciais assez, mais qui n'était pas le cas de tous. Et il a fallu trouver des meneurs. Et parmi les meneurs, on a vu deux qui lisaient le soir, lorsqu'ils sortaient à Cherbourg, l'Humanité, allaient acheter l'Humanité, lisaient aussi les Lettres françaises, le journal d'Aragon. Et puis on en a trouvé deux autres qui étaient des bons vivants. Et on nous a ramenés sur Cherbourg et nous avons fait un certain temps de stage en prison. Un mois, c'est ce que j'ai vu. Comme j'étais brigadier chef, j'ai été dégradé et je suis sorti plus tôt que mes collègues qui étaient deuxième. Bon. Mais j'ai le certificat de bon soldat. Très bien. Disons, tu étais prof d'histoire géo, toi C'est aussi, ça. Comme Vincent. Et oui, mes petits profs, et ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Ah oui, c'est évident. D'accord, très bien. D'abord parce qu'ils ont des acquis nouveaux, ils ont des approches différentes aussi. Et Quel est ton point de vue sur la gestion municipale actuelle? sur la gestion municipale, comme retraité à Nîmes, comme résident dans cette ville, je fais partie, j'allais dire, des privilégiés, de ceux qui sont à l'abri d'un certain nombre de choses. De par le logement que j'occupe, locataire en centre-ville, de la proximité de tous les services, ce qui n'est pas le cas, ce qui est de moins en moins le cas dans les divers quartiers, non seulement les quartiers périphériques, mais en beaucoup de lieux. Et c'est l'un des problèmes, me semble-t-il, essentiels sur le vivre ensemble, avec aussi le fait que dans cette ville, on a des témoignages quotidiens tous les 50 mètres de gens qui sont en difficulté et qui n'ont pas choisi d'être à la rue notamment. Mais voilà. C'est un discours vraiment communiste, c'est un discours humaniste. Tout à fait, mais c'est un discours très réaliste, parce que je partage tout à fait le constat. Qu'est-ce que tu retiens d'Alain Clary, toi, Vincent? Alors moi j'ai des souvenirs avec Alain, parce qu'effectivement il m'a vu grandir. Et C'est intéressant de savoir avec lui, tu sais. Il a été dans les comités de soutien. je me rappelle moi de la victoire en 95, c'est un souvenir que je partage avec ma grand-mère qui aidait beaucoup à la permanence, et je me rappelle de ce moment-là qui était un moment très fort. Et puis je me rappelle mais il est toujours comme ça, c'est-à-dire de quelqu'un de très accessible. Voilà. Et Il a toujours été. oui, et je pense que ça fait du bien, voilà. Et je pense que c'est sain. Et Tu te souviens que je t'avais invité il y a très longtemps à l'émission de radio? Bien sûr.
Bien sûr, et je pourrais même dire les lieux où je t'ai rencontré ensuite au porte-à-porte. Ça va. Donc, Ah, dis donc, mais tu sais que tu es drôlement vert pour quelqu'un de rouge. Tu es drôlement vert pour quelqu'un de rouge. Oui. Hein? Oui. Tu es en forme. Ah, mais tu pétilles toujours. Bon, alors je t'avais promis une deuxième surprise. Ah, mais dis donc, je suis gâté. Et puis, j'ai voulu réunir 3 générations Ouais. de communistes. Alors on a demandé à notre tout jeune de rentrer. Il est là. C'est Julien. Ah, Julien. Bonjour Ah, Julien. Bonjour. Un étudiant brillant, hein, on peut dire. Ah oui, tout à fait. Brillant, investi depuis 3 ans. Sois le bienvenu, Julien, dans Merci. l'émission. Tu vois que je t'avais dit, on s'était rencontrés dans une grande surface, non pas alimentaire, mais pour des chats, des chiennes, etc. C'est ça. Et j'avais dit, je te rappellerai dans quelques temps. Eh Et ben, donc, voilà. mais c'est une très bonne surprise, effectivement. Et je voilà. trouvais que 3 générations, parce que toi, ça fait 3 ans que tu es investi C'est au ça. Parti communiste. Ouais. Est-ce que tu t'es cherché avant de venir au Parti communiste? Je me suis un petit peu cherché dans le sens où je savais que j'étais de gauche et une gauche plutôt radicale, enfin plus radicale que le Parti socialiste. Et après, enfin, très vite, je connaissais des jeunes communistes comme Hugo Carlos avec qui on avait manifesté contre la loi travail et tout ça. Et j'avais rencontré Vincent à cette occasion et en discutant avec Vincent, j'ai très vite compris que c'était là où je serais le mieux. C'est bien. Tu écris toujours? J'écris toujours. Alors parle-nous un petit peu de ton parcours, parce qu'il a un parcours exceptionnel, ce jeune. En plus, il a cette modestie. Parce que je visionnais une dernière émission que nous avions fait ensemble avec Testar, les tapis, et lui, il avait écrit un livre sur l'apprentissage, son métier de Très beau livre. très beau livre. Et donc, je les avais invités tous les deux, déjà, les 2 générations, et il avait été subjugué par ton parcours et par ton intelligence, je tenais à te le dire, et par ta modestie surtout. Et puis, on va aller même plus loin, par l'éducation que tu as reçue. Et ça, c'est important. Oui. Alors, parle-nous un petit peu ce que tu vas faire en ce moment. Alors, en ce moment, je travaille sur, niveau écriture, sur 2 romans et un recueil de poésie devrait sortir cette année, je pense. Oui. Les romans pour l'année prochaine. Voilà. Ben, sache que tu seras toujours le bienvenu pour venir en parler C'est sur gentil. l'émission tête à tête, ou un petit moment, comme tu voudras. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a fait venir plutôt au Parti communiste, plutôt qu'à gauche ou pas? Tu aurais pu aller au Parti socialiste, éventuellement, puisque tu étais de gauche. Ils sont bien de gauche, les socialistes. Sous Hollande, c'était un peu moins clair. J'essaie un petit peu de... Oui, mais c'est très bien d'avoir ce regard neuf. Voilà, et je trouvais que ça... Ces 3 générations, c'est important quand même, parce que c'est vraiment 3 générations du PC sur Nîmes. Il est important parce que vous êtes combien d'adhérents sur Nîmes? Alors sur Nîmes, alors il y a les adhérents cotisants, les chiffres, bon, on a dans les 3 dernières années, je crois aux alentours de 700 personnes qui ont adhéré au Parti communiste et qui sont toujours pour nous des adhérents. Et on a aujourd'hui, à l'heure actuelle, je crois, entre 350 et 400 personnes qui ont d'ores et déjà cotisé cette année. Donc, bon, c'était beaucoup plus à une certaine époque. Et nous continuons à solliciter, à les rencontrer d'ailleurs, les familles. C'est une grande famille, hein, la famille communiste sur Nîmes. Dis donc, ça a été un petit peu discret, les 100 ans. Pour des raisons évidentes. Eh ben, pour des raisons évidentes. Hein. Oui, on avait prévu des choses et bon, qu'on pouvait pas tenir d'ailleurs à l'échelle nationale, mais je crois que c'est un anniversaire qui a eu quand même malgré tout une visibilité médiatique. On a réussi à faire des choses en visio parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose à ce moment-là. Et effectivement, moi je crois que c'est bien d'avoir Alain et Julien parce que bon, moi je me nourris des deux, de l'expérience d'Alain qui est toujours très précieuse et moi je n'oppose jamais les générations parce que c'est très bien de s'appuyer aussi sur des gens qui ont une expérience et qui sont voilà. Et puis le regard neuf, il nous permet toujours de bousculer nos habitudes et je crois que c'est très riche en fait moi des réunions qu'on peut tenir ensemble mais aussi avec d'autres en élargissant, mais c'est très riche d'avoir tout ça, des générations différentes, des parcours, des métiers, des professions, des niveaux d'études différents et moi j'ai toujours beaucoup appris dans ces réunions-là et ça permet de garder, je crois, beaucoup d'humilité sur ce qu'on peut être. Lorsque tu étais venu à l'émission,
tu avais plaidé la cause d'un étudiant qui devait se faire expulser, c'est ça? C'est ça. Et comment ça s'est passé? Il y a 3 ans de ça. Hein? Oui. Aux dernières nouvelles, il me semble que sa famille du coup a été expulsée, mais que lui, Daniel, a pu rester. Il est actuellement étudiant à l'université de Montpellier. D'accord. C'était sur lui, c'était Oui. c'était pour lui. Et toi, tu comptes être... que veux-tu faire dans la vie avec toutes les études que tu as parcourues déjà? J'aimerais être enseignant-chercheur en philosophie. Ouais. Après, c'est une perspective un peu bouchée malgré tout. Donc, D'accord. voilà, mais j'aimerais beaucoup travailler dans la philosophie et dans l'écriture. Tu es conseiller municipal Oui, à Cadérac? Clarensac. À Clarensac, excusez-moi. C'est l'avonnage. C'est l'avonnage, merci. Comment ça se passe? Tu as été bien accepté là-bas, toi? Oui, Hein? oui, ça se passe très bien. On est une équipe compétente. Et que fais-tu là-bas concrètement en tant que... Tu es dans... Non, tu n'es pas... Non, je suis dans le groupe majoritaire. Décidément, hein. Excusez-moi. Donc, tu t'occupes de quoi? J'ai une délégation sur l'environnement, Oui. tout ce qui est écologie, Et la communication? et sur la communication également. Parfait. Eh bien, écoutez, ça va vite, hein, ça va très vite. Ben, surtout quand on est bien. Hein. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu une nouvelle fois, parce que ça fait quelques fois que nous nous C'est vrai, rencontrons. c'est vrai. Hein. Merci à toi de m'inviter régulièrement. Mais c'est normal, il nous faut la voix également, et la voix de gauche, non pas toujours les mêmes. Et puis la voix de la sagesse, c'est toi qui la détiens. Plus ou moins. Parce que la sagesse ne suffit pas. Il faut aussi toute la créativité, toutes les interpellations, toutes les insatisfactions qui doivent pouvoir s'exprimer. Et en même temps, ceux qui peuvent voir le plus loin sont ceux qui ont une espérance de vie et qui sont à la force de l'âge ou qui ont tout encore à nous révéler et à ouvrir des horizons. Quel conseil donnerais-tu à Julien? Je pense qu'il a fait un très bon choix, qui, en tout état de cause, s'engager est quelque chose d'important. Et nous avons beaucoup besoin des nouvelles, c'est une banalité de le dire, des nouvelles générations, surtout lorsqu'elles sont porteuses des idées les plus généreuses, généreuses et en même temps réalistes, parce que ce n'est que sous cette forme-là, ce n'est pas en voyant dans son voisin un concurrent, voire un adversaire, mais c'est en voyant comment nous pouvons conjuguer, faire des chaînes pour face aux enjeux qui sont sans commune mesure avec ce qu'ils étaient. Je suis un produit dit d'avant-guerre, avant l'abominable Deuxième Guerre mondiale, mais depuis, que de choses ont évolué. Voilà, justement. Et que de bouleversements se sont produits, que de déceptions aussi, mais en même temps, il y a des idéaux qui doivent pouvoir prendre forme aujourd'hui sous une forme absolument nouvelle que nous ne pouvions pas imaginer. Et cela se fera avec cette conjonction de ceux qui sont à la force de l'âge et de ceux qui sont à la force montante. Est-ce qu'on peut penser, comme on pensait auparavant, il y a très longtemps, que le Parti communiste est dans des rails et qu'il ne souhaite pas s'élargir, justement? Moi, je crois que c'est une mauvaise image de ce qu'on est en réalité. Et je crois que s'il y a des jeunes, et Julien en fait partie, qui choisissent de s'engager dans ce parti-là, ils le font pas parce que c'est un parti fermé, sectaire. Il y a toujours des tentations, mais partout, de repli. La société, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, je crois que moi, je préfère qu'on soit le réceptacle de bouillonnement d'idées nouvelles plutôt que de recettes. Et je crois qu'Alain a raison. On a besoin de rassembler, d'unir. Et on a besoin de beaucoup de fraternité, surtout dans ces moments difficiles. En tout cas, merci d'être venu, Alain. C'est toujours un plaisir, d'autant plus qu'il y a toute une face cachée, parce que Alain Moula, qui est ici, a connu un jeune prof d'histoire géo au Collège des Oliviers, alors que nous étions dans des baraquements encore et que nous faisions des parties de foot à côté. Nous allons mettre une chaise pour Alain, ici, et on va lui demander, viens Alain nous rejoindre, s'il te plaît, ce n'était pas prévu. Hein, donc, Je ne parle pas du Marinella et de la grande époque du rugby club, de Nîmes Olympique et autres, et vous étiez
vachement omnisport aussi à l'époque. Il n'y avait pas que les nuits du Marinella, il y avait les soirées avec les sportifs de haut niveau, Nîmes, la sportive. Mais toi, tu as toujours été quand même très prudent dans tes sorties. Tu ne buvais pas, tu ne fumais pas, tu es sportif. Je ne parle pas au passé. Présent aussi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne drogue pas. Voilà. Alcool, cigarette, drogue interdit. Donc, vous avez vu comment ça le conserve quand même. Non, moi j'ai un souvenir fantastique et malheureusement, excusez-moi, je ne suis pas communiste, mais j'ai voté pour ce monsieur et je suis fier. Voilà, moi j'ai connu la maman. Ah, t'as connu aussi la maman, mais c'est vrai que quand même, tu étais... Non, pardon, excuse-moi. Disons, moi, je te regarde, là, tu as un regard pétillant. Oui. C'est extraordinaire. Plus de 80 ans. Ah oui. Alors, ce qui veut dire, quand on est en forme et qu'on a plus de 80 ans, ça veut dire que dans l'éducation nationale, on ne fait pas grand-chose. C'est ce que l'un de mes frères pense. En tout cas, merci vraiment, Alain, d'être venu. Ben, Tu as quelque chose à dire à Alain? Non, oui, et puis moi, Ou à l'équipe. il sait très bien que chaque fois qu'on se croit, je l'ai beaucoup apprécié en tant qu'être humain. Moi, c'est pas, malgré que ce ne soit pas toujours mes idées, mais je suis d'accord. Voilà, c'est un instrument, quelqu'un que j'adore, que j'apprécie beaucoup, depuis le collège, puisqu'à ce qu'on est au collège. Et pour parler du Parti communiste, c'est le seul parti qui ne change pas son nom ou qui ne peut pas le changer. Donc ça, c'est bien, non? C'est preuve que vous n'avez pas de rien à vous reprocher, peut-être. Il y a certainement eu des erreurs. Hein. Tous les autres partis changent de nom, même le Parti socialiste y pense maintenant. Et Moi, je crois que le mot commun, voilà, le mettre en commun, la mise en commun, elle n'a jamais été autant d'actualité. Alors, ça se fera sur des formes bien nouvelles. Je pense que les modèles du passé, en tout cas, moi, c'est pas ceux qui me font rêver aujourd'hui. On avait bien compris. Mais la mise en commun, elle est essentielle. Julien, on va te laisser pas le mot de la fin, on le donnera à Vincent. Merci d'être venu. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça C'est t'a un honneur d'être avec Ça t'a fait Vincent. quoi d'avoir Alain Clary, parce que tu l'as rencontré déjà dans des... Ben, je l'ai surtout croisé, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion encore de vraiment échanger et c'est vraiment un honneur et voilà. Je me sens un peu intimidé d'être vraiment ces deux figures. Là, voilà. Mais lorsque tu me connaîtras mieux, Voilà, nous allons terminer cette émission. Merci Vincent, une nouvelle fois. Merci vraiment d'être venu, Merci à parce que toi. ça me fait... C'est des beaux cadeaux là. Voilà. Eh bien, c'est ça. Et c'est bien parce qu'on se le disait avant l'émission, la période elle est difficile pour Ah, tout oui. le monde, on passe pas souvent des bons moments, je trouve qu'il y a beaucoup de tensions dans la société, ben, ça fait du bien. On en a un peu Ce ras-le-bol, moment-là, ça hein. fait du bien. Hein? un peu, beaucoup ras-le-bol. Enfin, toi, Beaucoup ras-le-bol, non, c'est difficile. c'est difficile. Ça Hein. devient difficile. Pensons à tous les restaurateurs, tous les bars, tous les lieux fermés. On n'a pas de date, on n'a rien. Voilà, on c'est sait pas l'objectif, quoi. Juillet, septembre, il y en a qui parlent d'un an, on parle de... C'est dur. C'est pénible. C'est dur. Merci à Aurélien d'avoir assuré la retransmission tout simplement de cette émission, hein, qui va la mettre en place. Merci aussi à France Pellicano qui assume la gestion de cette émission. Merci à vous qui nous regardez et puis à très bientôt et puis restez fidèles. Bye bye.